Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Didier Laguerre. Didier Laguerre est maire de la ville de Fort-de-France, la ville capitale de la Martinique. Certains diront le chef-lieu plutôt que la capitale. Didier Laguerre est également conseiller territorial et premier vice-président de la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Monsieur Laguerre, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de KMT à travers le monde, puisque KMT est diffusé à travers le monde et c'est très bien. Je vais bien, je vais bien, en bonne santé a priori, à ma connaissance. Merci en tout cas de nous honorer de votre visite. Pour être tout ce que je viens de dire là, vous n'en êtes pas moins homme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes marié, si vous avez des enfants? Qui êtes-vous? Qui est l'homme qui se cache derrière tous ces titres politiques? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui. Je m'occupe des affaires publiques. C'est à plein temps? Oui, à plein temps. D'accord. Je n'ai pas de... J'estime ne pas pouvoir faire autre chose, d'avoir d'activité professionnelle en même temps que les responsabilités politiques que j'assume et que j'ai fait le choix d'assumer. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Je suis enseignant professeur de physique-chimie. Et donc au fur et à mesure que j'ai eu des responsabilités politiques, j'ai réduit mon temps d'enseignement et aujourd'hui j'ai arrêté totalement l'enseignement depuis mai 2014. J'ai terminé l'année scolaire et après j'ai arrêté l'enseignement. Je suis marié, oui, j'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont actuellement étudiants. D'accord. Vous avez été content d'avoir 3 garçons ou est-ce que vous avez cherché une fille? Non, j'estime que la nature fait son œuvre. Et donc, j'ai eu 3 garçons. Je suis très content d'avoir 3 garçons. J'aurais eu 3 filles. Je serais aussi très content d'avoir 3 filles. D'accord. Vos enfants font leurs études en Martinique ou en France? Mes enfants font leurs études en France. D'accord. Et vous parlez avec eux du retour? Oui. Alors, mes enfants font leurs études en France, puisque vous voulez tout savoir. Hein. Oui, non, mais c'est important. Un à Montpellier, un à Bordeaux et un dans la région parisienne. D'accord. On parle du retour au pays, oui. Mes enfants sont conscients de mon activité, de mon implication. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Ils sont très attachés à leur pays. Est-ce que le fait que vous fassiez de la politique à plein temps, que vous êtes vraiment un homme politique, est-ce que ça les incite à faire de la politique ou au contraire à s'en éloigner en se disant papa est trop pris, c'est trop compliqué? Est-ce qu'à votre avis, je n'ai pas discuté de ça avec eux. Est-ce que ça les incite à s'engager en politique? C'est des choses c'est un parcours personnel. Hein. Je ne sais pas, donc sur ça, j'ai pas discuté. Je sais qu'ils en ont beaucoup souffert dans leur scolarité, de leur enfance. Donc je sais que c'est dur pour les enfants des personnes qui sont engagées en politique parce qu'il y a toujours, malheureusement, un regard particulier qui est jeté sur eux. D'accord. Excusez-moi d'aller un petit peu plus loin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font comme études? Alors, il y en a un qui est dans le commerce, il y en a un qui est dans l'art, le graphisme, et il y en a un qui fait une école d'ingénieur de mathématiques appliquées.
D'accord. Option finance. Option finance. Vous êtes professeur de physique-chimie, donc ils n'ont pas choisi de carrière littéraire en réalité. Non, ils n'ont pas choisi de carrière littéraire, mais ils n'ont pas non plus forcément choisi de carrière scientifique, puisque vous voulez tout savoir. Oui. Celui qui fait des études donc de maths appliquées n'avait pas un amour particulier pour la physique. Et le père n'est pas forcément le meilleur professeur particulier. Non, ça aurait pu être génétique. Non, je ne pense pas que ce soit génétique. Merci beaucoup. Excusez-moi de ma curiosité, mais je crois qu'il est bon que les téléspectateurs sachent un petit peu derrière l'homme politique, qu'est-ce qu'il y a, quel est l'homme, et souvent on ne le sait pas, malheureusement. Donc, j'ai dit tout ce que vous faisiez, mairie de Fort-de-France, premier vice-président de la CACEM, conseiller territorial. Vous êtes conseiller territorial, vous n'êtes pas conseiller exécutif. Non, je suis conseiller territorial à l'Assemblée. Et d'ailleurs, je n'ai pas souhaité, compte tenu de la charge de maire de Fort-de-France et de premier vice-président de la CACEM, je n'ai pas souhaité être au conseil exécutif, j'ai souhaité être présent et accompagner l'équipe de la CTM, mais ne pas prendre de responsabilité au conseil exécutif. Est-ce que ça aurait été légalement possible d'être maire et conseiller exécutif? Oui, c'est légalement possible d'être maire et conseiller exécutif. Il y a plusieurs maires qui sont conseillers exécutifs. Actuellement. D'accord. De quoi vous voulez parler aujourd'hui? Je veux parler de la situation de la Martinique, je veux parler de la situation de Fort-de-France. Je veux aborder les sujets qui concernent les Martiniquais, que ce soit les sujets de retraite, de la réforme de la retraite qui nous concernent particulièrement, que ce soit les problématiques de santé publique, que ce soit les problématiques d'aménagement du territoire, problématiques de vieillissement de la population et d'attractivité de notre pays, parce qu'on dit beaucoup que nos jeunes s'en vont, mais il faut aussi que nous soyons en capacité de rendre notre pays attractif pour que ces jeunes qui sont partis reviennent, à la fois en termes d'activité, d'économie, d'emploi, mais aussi en termes de mode de vie. Parce que le mode de vie de nos enfants n'est pas notre mode de vie. La relation de nos enfants au travail n'est pas notre relation au travail. Et je le vois à travers, la collectivité, à travers les agents municipaux qui n'ont pas la même relation à la chose municipale aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et c'est l'évolution normale de la société. Notre relation au travail, aujourd'hui, la relation de nos jeunes au travail n'est pas la même que la vôtre. Absolument. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. Jeune maire de Fort-de-France de 57 ans. Ça m'amuse toujours. Quand on dit le maire est jeune, oui, le maire est jeune, il a 57 ans. Oui. Ça vous paraît vieux, 57 ans? Non, ça ne me paraît pas vieux. Alors pourquoi vous êtes étonné qu'on dise de jeune? Parce qu'en général, on a tendance à dire le maire est jeune et penser jeune moins de 40 ans. Ah bon? Oui. Mais comment on vit beaucoup plus longtemps? On reste jeune plus longtemps. Et comment vous vous sentez dans votre tête, justement? C'est là que, pour moi, c'est là qu'on est jeune. Et vous êtes jeune, là? Je me sens en pleine forme, je me sens dynamique, je me projette dans l'avenir, je projette mon pays dans l'avenir. Et donc, voilà, je ne suis pas ni jeune ni vieux. Est-ce que vous avez mis, Monsieur Laguerre, le travail au centre de votre vie, tout au long de votre vie? Disons que je n'ai pas fait que travailler. Puisque j'enseignais, je militais politiquement. Avant de militer politiquement, j'ai milité associativement. Donc je militais associativement, j'ai milité politiquement. J'avais aussi des loisirs et un mode de vie. Donc le travail était un élément essentiel et déterminant. Il était peut-être au centre, mais il n'occupait pas toute la place dans ma vie. Ok. Mais même quand vous alliez dans les associations, vous y alliez pour travailler quelque part, même si c'était un travail que vous aviez choisi pour lequel vous n'étiez pas payé. C'est une forme de travail, oui, c'est sûr. Mais c'est pas le travail au sens le travail rémunéré, et donc parfois contraignant et subi, qui occupe tout l'espace de votre vie. Et je pense que ce n'est pas souhaitable. D'accord. Alors, quelle différence il y a entre la conception que votre génération, la mienne aussi quelque part, avait du travail, avec celle que les gens ont aujourd'hui? Quelle différence il y a? Est-ce que les gens aujourd'hui mettent le travail
au même endroit que nous le mettions à notre époque? Pas forcément au même endroit, pas forcément dans la relation à l'activité qu'on a. Et à votre époque, à la mienne, l'objectif c'était d'avoir un travail et on restait toute sa vie sur la même activité, sur le même emploi. L'objectif c'était d'avoir un travail durable, un contrat à durée indéterminée, être fonctionnaire, la sécurité de l'emploi et hop. Alors qu'aujourd'hui, on va changer de collectivité très facilement. On va changer de type d'activité, on va changer de domaine d'activité. Cette agilité-là, nous ne l'avions pas forcément à l'époque. On va changer de domaine d'activité, on va arrêter un CDI pour aller faire autre chose, on va arrêter de travailler et la crise sanitaire, regardez bien, la crise sanitaire qu'on a vécue 3 ans, a mis en évidence une modification de la relation au travail. Pas au travail activité, pas au fait d'être en activité de travail, mais cette relation au travail, cette contractualisation avec le travail. Et on l'a vu en Martinique, on le voit à travers la France, à travers le monde, que les équilibres se sont déplacés. Et quand vous discutez avec les jeunes, vous vous rendez bien compte qu'ils peuvent, si les conditions ne sont pas réunies, ils peuvent partir du jour au lendemain pour aller faire autre chose, y compris pour aller ailleurs. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est une relation qui est différente et qui peut permettre, parce qu'au final, l'objectif c'est l'épanouissement individuel et collectif. Et cet épanouissement individuel et collectif, il passe par une activité rémunérée, mais il passe aussi par d'autres activités. Il passe par des activités qui vous permettent de vous réaliser. Et moi je trouve que c'est une évolution qui n'est pas forcément négative, qui est peut-être même positive. Maintenant, il nous faut, nous, en tant qu'organisation, en tant que système, il faut s'ajuster, parce que vous pouvez être confronté à un certain nombre de difficultés. Ok, vous êtes maire d'une grande ville, dans un pays qui a des problèmes d'emploi, des problèmes de gens qui ont eux-mêmes des problèmes. Vous avez certainement CCAS. Oui. Comme toutes les villes de Martinique. Dites-moi, est-ce que vous avez, au fond de vous, l'impression que les gens, que le concept du travail lui-même est une chose qui nous habite? Il nous faut travailler, nous aimons travailler. Le travail, c'est important. Indépendamment de ce que vous avez dit, on travaille d'un endroit à un autre, ok. Mais à part ça, le travail en lui-même. Oui, le fait de travailler est important. La perception que j'ai, c'est que les gens cherchent à travailler. Les gens cherchent à travailler. Les gens cherchent à travailler. Alors, j'entends beaucoup de choses, hein, mais que les gens ne cherchent pas à vivre des minima sociaux, d'aide sociale, de revenus sans activité. Que l'absence d'activité pose problème. Donc oui, j'ai ce sentiment que les gens cherchent à travailler, que les gens ne se satisfont pas d'une situation où ils ont de quoi vivre sans avoir d'activité. C'est ça votre perception de notre pays? C'est ma perception, oui, de notre pays et de notre peuple. D'accord. Si on proposait aux gens qui touchent aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les minima sociaux, le RSA, etc., d'avoir une activité en échange, est-ce qu'ils accepteraient facilement, selon vous? C'est plus compliqué. Parce qu'à partir du moment où vous dites je vous donne un minima social qui est minima, qui est largement insuffisant pour faire face aux besoins. Déjà que beaucoup de salaires sont largement insuffisants pour faire face aux besoins. Je vous donne des minima et en contrepartie, vous fournissez un travail. Ça veut dire qu'en quelque part, vous avez un contrat de travail. Oui. Et en quelque part, c'est un contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail avec une rémunération. Ça devient, même si c'est pas un contrat de travail au sens droit du travail actuel, ça devient une relation contractuelle entre nous. Je vous donne un minimum, en contrepartie, vous fournissez une tâche. Ça veut dire que je vous rémunère une tâche. Donc, ça veut dire que je vous fais travailler pour des revenus qui sont largement insuffisants. Et c'est ça aussi la problématique. Donc, de mon point de vue, la solution ne peut pas consister à maintenir des gens à des minima sociaux en contrepartie d'une production. La solution, c'est de développer de l'activité pour pouvoir permettre aux gens d'avoir une activité rémunérée qui leur permette de vivre. D'accord.
Ok. Vous êtes, on ne l'a pas dit, vous êtes membre du Parti progressiste martiniquais. Absolument. Quelle fonction vous occupez? Ça me paraît tellement évident. Non, mais c'est pas une fonction élective, vraiment, quoi. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre fonction au sein de ce parti? Ben, je suis membre du comité national du Parti progressiste martiniquais. J'en ai été le secrétaire général de 2005 à 2014. Là encore, je suis assez... j'ai un certain nombre de principes dans ma tête. Voilà. Donc, j'ai considéré que je ne pouvais pas être maire de Fort-de-France et secrétaire général du parti. Donc, à partir du moment où j'ai été candidat à la mairie, j'ai renoncé au secrétariat général. Pour que le parti puisse fonctionner pendant que moi je suis en campagne et que le parti puisse organiser la campagne des candidats aux élections municipales sans pâtir du fait que le secrétaire général soit lui-même en campagne. Donc j'ai arrêté d'être secrétaire général. Et donc, de fait, en tant que maire, d'après les statuts du parti, en tant que maire, je deviens membre du comité national. D'accord. Le secrétaire général du PPM, c'est qui aujourd'hui? Aujourd'hui, le secrétaire général du parti, c'est Johnny Aja, D'accord. qui est actuellement député de la circonscription de Fort-de-France. D'accord. Et le président du Parti progressiste martiniquais, c'est Serge Letchimy, qui est actuellement président du conseil exécutif de la CTM. D'accord. Quel est le mot d'ordre du Parti progressiste martiniquais? L'autonomie pour la nation martiniquaise. Donc vous êtes un homme heureux? Non. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous êtes heureux, vous ne le savez même pas. Ah bon? Ah bon? Vous êtes heureux parce qu'il y a un ministre de la République, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de M. Darmanin, qui a dit « Nous sommes un gouvernement libéral qui croit à l'économie de marché. » Et ça peut pas me rendre heureux. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est ce qui vient après. Je sais bien que vous savez le reste encore mieux que ce que je viens de lire. Ceux qui la réclament auront l'autonomie. Vous êtes content, c'est ça votre mot d'ordre, autonomie pour la nation martiniquaise. Absolument. Mais ils l'obtiendront, et c'est là le bémol, ils l'obtiendront avec les recettes et les richesses produites localement, pas avec des subventions. Exactement ce qu'a dit M. Darmanin. Donc vous êtes un parti, vous vous battez depuis une éternité pour l'autonomie de la nation martiniquaise. Il y a un ministre qui vous dit, vous la voulez, prenez-la. Absolument. Mais à condition, vous n'avez pas de subvention. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça veut dire Je vous écoute. donc ça veut dire que nous n'avons pas la même définition de l'autonomie. Parce que moi, à partir du moment, quand j'interprète ces propos-là, on n'est pas sûr de l'autonomie. Hein. Il n'y a pas de subvention, il faut qu'on soit clair. Hein. Il n'y a pas de subvention, donc il n'y a pas d'échange financier, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de relation financière entre la France et la Martinique dans la vision de M. Darmanin. Donc on n'est pas français. Donc on n'est pas autonome. Hein. Ça, c'est pas de l'autonomie, ça. Hein. C'est l'indépendance. C'est plus proche de l'indépendance que de l'autonomie. Parce que l'autonomie, en réalité, c'est quoi? L'autonomie pour la nation martiniquaise, c'est la capacité pour la nation martiniquaise à gérer ses propres affaires dans un ensemble français. Parce que les Martiniquais sont français. Donc, le fait d'être français, citoyen français, vous ouvre un certain nombre de droits. Et l'autonomie, c'est la conjugaison de l'égalité des droits, mais également du droit à l'initiative, du droit à la responsabilité, de la capacité à gérer au plus près les affaires qui vous concernent, de la capacité à adapter les règles, les normes, les lois par rapport à la réalité de votre pays. Comment est-ce que vous pouvez me dire, comment est-ce qu'on peut considérer que on va concevoir la gestion, le développement des territoires insulaires depuis un continent? Comment est-ce qu'on va appréhender les problématiques d'un territoire insulaire, la Martinique, depuis Paris, à moins de considérer que Paris est une île au sein de la France, ce qui géographiquement n'est pas le cas. Donc, fatalement, vous ne pouvez pas, et l'histoire de la relation de la Martinique avec la France a démontré, et l'histoire de la gestion de la France du territoire martiniquais a démontré que plaquer les choses de Paris à la Martinique, ça ne fonctionne pas. Mais pire que ça, moi, j'ai le sentiment que nous parlons dans un environnement où les mots n'ont
pas de sens et surtout où le contexte n'est pas pris en compte. Pire que ça, aujourd'hui, les régions françaises, les métropoles françaises se plaignent, et je le vois parce que je participe à un certain nombre d'associations, des grandes villes de France, de l'Association des maires de France, Comité des finances locales, où je rencontre, je côtoie, j'échange avec des présidents de région, des présidents de département, des maires de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nice, de grandes métropoles, de Toulouse, de Nantes. Les grandes villes de France, les régions de France réclament une autre relation entre les collectivités et l'État français. Et la crise Covid a démontré que l'État n'est pas le mieux placé pour gérer au plus près les choses. Que les collectivités, la ville de Fort-de-France, pendant que nous étions dans une situation très compliquée d'indisponibilité de masques, la ville de Fort-de-France s'est organisée pour pouvoir fournir des masques à son personnel. Sans que ce soit l'État qui puisse me dire où, comment, quand. Pour aller acheter des masques directement en Chine. Ce qu'on avait du mal à faire ici. Donc, quand M. Darmanin dit ça, sa conception de l'autonomie est une conception erronée de l'autonomie. L'autonomie ne signifie pas la rupture de la citoyenneté française. L'autonomie ne signifie pas que les droits des territoires autonomes sont différents des droits des territoires métropolitains, un terme que j'exècre. Autant que l'outre-mer, je suis l'outre-mer de personne. Et donc, dans sa conception, si vous êtes autonome, ça veut dire que vous gérez vous-même. Et nous, on n'intervient plus financièrement. Ben, d'accord, donc on n'est plus dans de l'autonomie. Ça veut dire aussi que la France ne bénéficie pas, parce que c'est ça aussi, hein, la France ne bénéficie pas de la position géographique de la Martinique, de la richesse en termes de biodiversité, en termes de surface océanique de la Martinique, en termes de puits carbone de l'espace naturel martiniquais qui ne se limite pas au territoire terrestre de la Martinique. Et c'est valable pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie. La Polynésie occupe une surface qui est supérieure à l'Europe. La surface de la Polynésie est supérieure à la surface de l'Europe. Vous voyez l'apport de la Polynésie au système français en termes de puits carbone, en termes de richesse potentielle contenue dans les océans. Et M. Darmanin vous dit pas de subvention et c'est une relation qui est déséquilibrée. Et de surcroît, c'est un discours et un regard qui bon, malheureusement nous montre que les choses évoluent peu, mais c'est un regard qui est condescendant. C'est un regard qui est condescendant. Et quand M. Darmanin dit ça, il sous-entend quoi? Il sous-entend que la France financerait de façon exagérée, de façon disproportionnée, ces territoires dits d'outre-mer, ces pays dits d'outre-mer. Mais c'est ignorer que les collectivités outre-mer sont sous-financées par rapport aux collectivités françaises. Que ça a été établi dans un rapport sénatorial, ça a été établi dans un rapport fait conjointement par un sénateur et un député, que ça a été admis par le président de la République lui-même, que ça a été analysé au comité des finances locales, et que d'ailleurs le gouvernement a pris un texte de loi pour pouvoir procéder à un rattrapage de ce sous-financement. Donc, cette approche qui consiste à dire la France investit en termes de continuité territoriale plus de fonds pour la continuité territoriale entre la France et la Corse qu'elle n'en investit entre la France et ses pays d'outre-mer. Les fonds mis par la France pour assurer la continuité territoriale entre le continent et la Corse sont supérieurs à ce qu'elle met pour assurer la continuité territoriale entre la France et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Quand vous tenez ce discours-là, vous sous-entendez que nous vous finançons.
faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ok. Je ne dis pas que la France ne met pas d'argent, mais on n'est pas dans un surfinancement des collectivités. Vous prenez les politiques de l'eau. L'État français a construit pendant des siècles son réseau de distribution, a financé l'adduction de l'eau potable. Aujourd'hui, l'adduction de l'eau potable à la Martinique a commencé il y a quelques dizaines d'années par des aînés qui ont construit les réseaux sur Fort-de-France, qui ont construit les réseaux sur le territoire de la Martinique, qui sont bien évidemment pas aussi avancés et développés que ce qui a été fait pendant des siècles sur le territoire français. L'État l'a financé. Et aujourd'hui, l'État vous dit que vous financez parce que vous avez la compétence. Votre déséquilibre, il est structurel. Il est structurel. Donc quand il dit ça, il sous-entend qu'il nous financerait plus que de besoin. C'est une conception de notre relation qui à la base fausse les relations. Donc je suis particulièrement en désaccord profond avec ce qu'il dit, mais avec cette approche-là. D'accord. En quelque part, c'est nous considérer comme des gens qui ne sont pas responsables. Hein. D'accord. C'est le regard qui est porté sur nous. Voilà. Donc il faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est pas racisme? Attendez, non. Il faut se demander pourquoi. Je n'accuse personne de racisme, Oui, mais je pense vous pas dis, que M. Darmanin soit raciste, non. Non, mais attendez, si c'est pas justifié, le regard qui porte sur nous... Vous voulez mon interprétation des choses? Oui. C'est une conception de l'État français, dans son ADN, dans sa constitution. C'est une conception qu'il a même vis-à-vis de ces régions et de ces pays ruraux. C'est une conception centralisatrice et jacobine. C'est ce qu'on appelle le jacobinisme, d'accord. Et donc cette conception que, hors d'un cercle, que les régions françaises, et je l'entends, parisiens, point de savoir-faire, point de capacité à. D'accord. Vous avez rencontré beaucoup de maires de beaucoup de régions de France et beaucoup de politiques. Est-ce qu'il y a une de ces régions qui se revendique nation? Oui. Ah. Oui, vous avez... Enfin... Est-ce que La Rochelle dit, nous sommes la nation girondine? Le peuple occitan, le peuple breton, le peuple basque, le peuple alsacien. Oui. Vous avez... Attends, il se revendique en tant que peuple. Oui. Est-ce qu'il se revendique en tant que nation? C'est ça ma question. Nous avons une différence fondamentale avec eux. Oui. Donc il faut admettre. Mais on admet. Attendez, on est d'accord pour admettre. On est bien. Enfin, je sais que beaucoup de gens vont dire non, on est martiniquais. Enfin, on est différents. On a une culture, on a une histoire, on a une langue, on a une marge commune avec nos divergences, avec nos contradictions, avec nos oppositions. Mais on n'est pas... Quand vous me dites ça, je pense à Camille Dancière. Oui. Je pense à Camille. Je pense beaucoup, souvent à Camille d'ailleurs. On n'est pas un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. On est un tout original, martiniquais. Mais non, mais attendez. Et donc, nous formons une nation, une communauté de destin. Ce qui ne veut pas dire... donc, nous sommes une nation. Pour moi, oui. Okay. Ce qui ne veut pas dire que cette nation est dotée d'un État. Et ce qui ne veut pas dire que nous souhaitons que cette nation soit dotée d'un État. Attendez. Mais par contre, cette nation matérialise une personnalité collective martiniquaise. En tout cas... Qu'elle soit reconnue et respectée, c'est tout. En tout cas, en droit français, en France, oui. En France, et en langue française, le mot nation a un sens. Vous pouvez lui donner le sens que vous voulez, vous, mais le mot nation a un sens. Lorsque M. Darmanin, vous dites, nous n'avons pas la même conception de l'autonomie. Mais lui, quand vous dites l'autonomie pour la nation martiniquaise, bien c'est pour la nation martiniquaise, c'est une nation à part entière. Oui. Et donc c'est normal qu'il se trompe, si vous estimez qu'il se trompe. L'autonomie pour lui, c'est pour la nation martiniquaise. Oui. C'est pas avoir un peu plus de pouvoir dans une région ou dans une autre.
c'est pour la nation martiniquaise. Et donc, il est sur le chemin pratiquement de l'indépendance. C'est le même discours qu'a tenu la France au moment des indépendances africaines. Vous voulez partir, d'accord, mais à la Guinée, vous partez, mais sans aide. Au Mali, vous partez, mais sans aide. C'est le même discours. Et vous partez, mais sans aide, et je gère vos ressources. Non, non, alors... Vous partez sans aide, mais je gère votre monnaie. Non, non, mais attendez. Une fois qu'il vous aurait dit pas de subvention, après vous discutez. Mais je vais vous faire remarquer. Et il a dit autre chose, hein. Il a dit quoi? Il a dit autre chose. Il a dit que vous êtes autonome quand vous êtes capable d'assurer votre autonomie alimentaire et d'assurer l'alimentation de votre peuple. Oui. Et alors? Et alors? Donc, du coup, j'en conclus que la France n'est pas une nation, État autonome ni indépendante. Pourquoi? Parce que la France n'assure ni son autonomie alimentaire. Elle n'assure, la France. Elle a assez d'argent pour l'acheter. Elle n'assure ni son autonomie alimentaire, ni son autonomie technologique, ni son autonomie médicale, puisqu'on s'est rendu compte. Avec un endettement faramineux et avec la possibilité pour l'État français d'emprunter pour financer son fonctionnement et pour payer ses fonctionnaires. Oui. Oui, mais... Ce qu'une collectivité locale n'a pas le droit de faire. On lui prête de l'argent volontiers, à la France. On lui prête. Tout a une fin. Et donc, j'en conclus, si j'applique ce raisonnement, dire basiquement, j'en conclus que la France n'est ni autonome ni indépendante. Non, mais... Donc à un moment donné, non, c'est pas... Moi, je ne peux pas entendre je peux pas entendre ce genre de discours-là. Pourquoi? Parce que ce genre de discours pose... Il faut entendre, hein, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça maintenant? Il dit ça maintenant parce que il y a eu l'appel de Fort-de-France, parce que nous sommes un certain nombre de pays d'outre-mer. À vouloir aller négocier. Vous avez employé le mot négocier. Oui, à négocier une autre relation avec l'État français. Bon, voilà. Nous estimons que la relation avec l'État français que nous avons aujourd'hui dans nos pays est une relation qui a atteint ses limites et qui, en quelque part, échoue à développer correctement nos pays. Et donc, nous disons, il faut une autre relation à l'État français. Monsieur Laguerre. Mais quand nous disons ça... Attendez, je voulais que vous vous entendiez parler. En ce moment, je vous entends parler. Et vous dites une relation différente entre la France, donc c'est un pays, et nos pays. C'est vous-même qui vous positionnez en tant qu'autre pays. Alors que Nantes, Bordeaux, Strasbourg vont se positionner en tant que région. Vous vous positionnez dans votre langage et dans votre tête en tant que pays. Vous avez sans doute raison. Mais ne soyez pas étonné que M. Darmanin vous considère comme ça aussi. Non, après, il ne nous considère pas comme ça. Mais si. Non. Et je voulais vous dire une dernière chose. Je donne la parole à il ne nous considère pas comme ça. Il se considère. La relation, elle est comme ça. Oui, mais elle est comme ça de fait. Mais ça ne me convient pas. Laissez-moi vous dire. L'Angleterre a donné l'indépendance à tous les pays voisins, tous nos pays voisins qui étaient également dominés par l'Angleterre. Ça n'empêche pas à l'Angleterre d'être un très grand pays dans le monde, et même avant la France. Ok? Ça, si, dans la hiérarchie des grands pays, l'Angleterre vient avant la France, c'est bien connu. Bon, donc ça n'empêche pas d'être un grand pays. Parce que vous avez l'air de dire que sans nous, la France ne serait plus qu'un petit pays. On peut être un grand pays, l'Angleterre le montre, et l'Allemagne aussi le montre. On peut être un grand pays sans posséder la Martinique et la Guadeloupe. Excusez-moi de vous faire de la peine. Non, enfin, de nous faire de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait pas de peine. Sans posséder la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'ensemble. Et donc vous n'êtes une puissance maritime. Mais l'Angleterre marche très bien comme ça. Et l'Allemagne aussi, il y a un tas de pays comme ça. Mais je n'ai pas dit le contraire. Ça, c'est la conception de la France. Ce sont ces orientations qui sont les siennes. Mais je dis, il y a une contrepartie. Et en réalité, je ne peux pas me comparer à Nantes. Je peux comparer Fort-de-France à Nantes. Oui. Je ne peux pas me comparer à Nantes.
Comparez la Martinique au Pays Basque, comparez la Martinique à la Bretagne. Vous avez une langue, vous avez une culture, vous avez une nation bretonne. Non, mais ils ne revendiquent pas comme vous revendiquez la nation. Mais c'est normal, je suis à 8000 km. Oui, mais en fait, le téléphone et l'email, ça va vite. Non, je suis désolé. Le téléphone et l'email, voilà, c'est pas ma conception. Le téléphone et l'email ne vous donnent pas l'appréhension de la société martiniquaise, ne vous donne pas la compréhension des problématiques martiniquaises. Le téléphone et l'email et même la connaissance théorique ne vous donnent pas la réalité du recul du trait de côte sur la Martinique. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez un texte, vous prenez un décret pour gérer les problématiques de recul de trait de côte et de déplacement de population. Quand vous le gérez sur le territoire français, il faut quand même qu'on soit réaliste. L'occupation du littoral à la Martinique n'a rien à voir avec l'occupation du littoral sur le territoire français. Les problématiques qu'entraîne le recul du trait de côte et donc l'avancée de la mer sur les prochaines années sur le territoire martiniquais, les conséquences que ça a n'ont rien à voir avec les conséquences que ça a sur le territoire français. Donc vous ne pouvez pas avoir votre conception de comment je vais traiter le problème au territoire français et dire je la prends et je la calque là. Ça ne peut pas marcher. Et quand je dis ça ne peut pas marcher, on va dire que ok, c'est une conception, c'est une vision intellectuelle des choses. Mais il suffit de regarder. Si ça fonctionnait, ben on aurait à peu près les mêmes ratios en termes de développement. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Les problématiques sociales seraient à peu près les mêmes. Or, en réalité, nos ratios et nos problématiques sociales sont plus proches des villes et des régions très en difficulté du territoire français que de l'ensemble de la France. D'accord. Donc, il y a des territoires français qui font moins bien que nous. C'est ce que vous avez dit là? Non. C'est vrai. C'est pas qu'ils font moins bien que nous, qu'ils font mieux que nous, ou on fait mieux qu'eux, on fait moins bien qu'eux. C'est des développements. C'est des développements de territoires, de régions. C'est des développements de pays, c'est des développements de communautés humaines. Et force est de constater que le modèle qui est en vigueur, ce modèle n'a pas permis, il a permis des avancées. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut pas dire que rien ne va et que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais ce modèle est arrivé à bout de souffle. Ce modèle ne permet pas de régler, de traiter un certain nombre de problématiques. Moi, quand on prend les questions d'inflation, d'accord, quand on voit l'impact de l'inflation sur le territoire français. Vous êtes dans ce pays, la Martinique, vous êtes dans une région de la France, la Martinique, où le coût de la vie est estimé en fonction des estimations, 20, 30, 40% supérieur. D'accord ? Où le niveau de revenu est par contre, lui, inférieur. Donc fatalement, pas pour tout le monde. Où les inégalités sont encore plus fortes qu'en France. Votre niveau de revenu moyen en Martinique est inférieur à celui de la France. Oui. Votre niveau de prix est supérieur. Donc fatalement, la vie est plus difficile. Les gens ont plus de mal, d'entrée de jeu, à boucler leur fin de mois. Ou si vous préférez, comme j'ai l'habitude de dire, les fins de mois commencent de plus en plus tôt. Quand vous venez mettre l'inflation de 6% calculée sur une moyenne, mais en réalité de 20, 30, 40% sur les produits de première nécessité, ce qui vous permet de manger, de vivre tout simplement, l'impact n'est pas du tout le même. Si vous traitez les deux situations de la même façon, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas y arriver, que ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'au final, les Martiniquais vont payer le prix fort parce qu'ils sont déjà dans une situation difficile. Avant qu'on parle de guerre en Ukraine, on parlait du coût de la vie en Martinique. Donc si vous traitez la question du coût de la vie en Martinique comme vous la traitez en France,
Ça ne fonctionne pas. Et la réalité, on s'en rend bien compte, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais c'est valable pour ça, c'est valable pour l'accompagnement social, c'est valable pour le développement économique, c'est valable pour les questions de protection de l'environnement, c'est valable pour les questions d'aménagement de territoire. Comment vous pouvez concevoir qu'en matière d'aménagement du territoire, sur le territoire français, vous avez une commission qui va émettre un avis et la ville va adopter ou pas son plan local d'urbanisme. Elle adopte son plan local d'urbanisme. Ici, il faut que le plan local d'urbanisme soit conforme à l'avis de la commission. Et donc, cette relation-là a permis un certain nombre d'avancées, c'est une réalité. Mais cette relation-là ne permet pas un développement harmonieux, équilibré, satisfaisant de notre pays. Il faut donc changer la relation. Est-ce que je vous entends parler? Alors, certains veulent la changer jusqu'à l'indépendance. Nous disons le souhait des Martiniquais, la volonté manifestée, exprimée régulièrement des Martiniquais, c'est d'être français. Par contre, nous considérons que pour permettre l'épanouissement des Martiniquaises et des Martiniquais, du peuple martiniquais, pour permettre le développement harmonieux, cohérent, équilibré de la Martinique, il faut que les questions martiniquaises, les problématiques propres à la Martinique soient gérées par les Martiniquais. Donc il faut que nous ayons la capacité, le pouvoir, et il ne faut pas confondre une compétence avec un pouvoir. Je peux vous expliquer la différence entre une compétence et un pouvoir, je suis bien placé pour l'expliquer. Il faut que vous ayez le pouvoir sur un certain nombre de problématiques qui vous sont propres, qu'on ne rencontre pas à Paris, et en tout cas pas dans les mêmes termes. Et il faut que sur un certain nombre de champs, il faut qu'il y ait une capacité d'adaptation. D'accord. Ça me paraît évident. Hein? Ça me paraît évident. Vous autorisez l'installation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Vous n'avez pas de problématique de surface agricole. Ça ne pose aucun problème. Vous le faites ici, ça pose un problème. Attendez. Et je peux vous prendre des exemples comme ça. Quand on vous écoute parler, nous ne sommes pas les meilleurs spécialistes de nos propres affaires. Nous sommes, selon vous, les seuls spécialistes de nos propres affaires. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a que les Martiniquais qui peuvent savoir ce qui est bon pour la Martinique et les Martiniquais. C'est ça que j'entends de votre discours. Et moi, je pense que je pense que vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour moi. Non. Oui, je pense que vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour moi. Oui. Mais non, mais je veux dire qu'en France, il n'y aurait que des Français capables de développer la France, même s'il y a une compétence anglaise qui arrive, américaine et tout, ça ne marche pas. Attendez, pensez pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Qu'il n'y a que les Martiniquais. Moi, je vous assure qu'on peut avoir des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont un regard justement d'ailleurs et qui nous aident à faire des bons que nous serions incapables de faire nous-mêmes parce que nous avons le truc dans le guidon, justement. Souvent, les gens qui viennent d'ailleurs, et vos enfants étudiants là, vos enfants étudiants qui sont partis, qui ont vu des choses, eh bien ils reviendront ici avec peut-être une amie blanche ou un ami blanc qui apportera encore plus qu'eux-mêmes à la Martinique, tout en étant originaire d'ailleurs. Voilà. Je suis. Vous êtes estomaqué. Ah ouais, je suis scotché. Je suis scotché. Non, scotché, c'est positif. Donc vous êtes estomaqué. Non, je suis estomaqué. Je suis estébequé. Oui. Parce que vous considérez que dire que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquais sont les Martiniquais eux-mêmes, que dire que gérer... Là, vous avez dit les seuls. Moi, c'est vous qui dites que je dis que les seuls. Non, mais votre discours, c'est les seuls. Hein. C'est vous qui dites. Je vous écoute, je dis que les Martiniquais doivent pouvoir gérer leurs propres affaires. Et quand je dis ça, vous considérez que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'apport de compétences extérieures, que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'interaction, que ça veut dire que vous êtes en vase clos. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, vous pouvez avoir un Allemand, un Belge, qui vous apporte quelque chose. Mais qui vient décider de la Belgique, de l'Allemagne, d'où vous voulez, de ce qui doit être fait ici. Non, ce n'est pas la même chose. Apporter de la compétence, venir participer, venir contribuer et décider depuis ailleurs de ce qu'il y a lieu de faire et de comment le faire, ce n'est pas la même chose. Et c'est là que vous mettez un biais. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est depuis Paris qu'on décide de ce qui est bon pour nous. C'est depuis Paris qu'on vous dit s'il faut confiner, s'il ne faut pas confiner.
C'est depuis Paris qu'on vous dit comment vous gérez la problématique. Et c'est là, c'est pas un apport de compétences, on est sur une tutelle. Je vous dis ce que vous devez faire et je vous dis comment vous devez le faire. Et je dis que ce modèle-là, il a montré ses limites et il échoue. Laissez-moi vous dire, est-ce que nous sommes martiniquais? Oui. Est-ce que le niveau de vie, il y a des gens pauvres en Martinique, mais enfin il y a un niveau moyen Nous sommes un pays développé, que vous le vouliez ou non. Et il y a des inégalités. Selon un certain nombre de critères, oui. Nous sommes un pays... Attends, vous avez voyagé, vous savez ce que c'est qu'un pays sous-développé. Bon, nous sommes un pays développé, que vous le vouliez ou non. Même si, comme dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, il y a des gens pauvres et des gens riches, des gens plus pauvres que d'autres. Mais c'est un pays développé. Il y a quand même plus de gens pauvres que de gens riches. Il y a quand même plus de gens dont la fin de mois commence le 10 du mois. Il y a plus de gens dont la fin du mois va pas tarder à commencer que de gens qui n'ont pas de fin de mois. Il ne faut pas faire de catastrophisme. Je ne fais pas de catastrophisme. Si vous allez en Somalie, si vous allez en Érythrée, si vous allez en Afrique noire, etc., vous voyez ce que c'est que la pauvreté. Nous sommes un pays développé, que vous le vouliez ou non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer. Et donc, à partir du moment où il y en a qui sont plus en difficulté que nous, ça veut dire que nous n'avons pas de difficulté, ça veut dire que nous ne devons pas travailler à réduire les inégalités qu'il y a en Martinique. Ça veut dire que Je dis que nous sommes un pays développé. Non, on n'est pas un pays développé. Vous mesurez le développement du pays à quoi? Attends, je mesure au PIB. Mais voilà. Mais c'est pas grave. D'accord. Au PIB, au nombre de routes. Non, mais c'est important, je veux dire. Oui, qu'il y a peu de Martinique. Mais les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est vrai que ça existe, c'est évident. Partout, ça existe. Sauf qu'ils ne sont pas quelques-uns. Ils sont de plus en plus nombreux. Oui, mais... Ils sont de plus en plus... Mais dans les pays pauvres, on meurt au sens propre du terme, on meurt de faim. C'est ça un pays pauvre, c'est un pays qui n'est pas développé. D'accord, ok, donc ok, je vous laisse continuer votre raisonnement. Je vais laisser continuer mon raisonnement pour vous dire que... Donc nous recevons quand même, c'est-à-dire que, eu égard à notre niveau de vie, nous n'avons pas une production qui peut justifier une production matérielle de biens, qui peut justifier un tel niveau de vie, un tel état de vie, enfin un tel développement. Vous êtes d'accord avec ça? Attendez, soyez d'accord avec moi pour une fois. Je vous laisse continuer, je vois où vous allez, je vous laisse continuer. Vous ne voyez pas où je viens, mais je vais vous dire. Je vois très bien. Donc, nous recevons des subventions de la France, c'est évident, d'accord? Moi, je suis un Français député, homme politique et tout. Par exemple, je suis sur un marché un dimanche matin et je vois les vieilles Français, les retraités qui prennent du fer, comme en Martinique et tout. Et je me dis que quand même c'est leurs impôts qui va servir, c'est leurs impôts de l'ensemble des Français, c'est la richesse de la France, qui va servir à donner des subventions aux ultramarins. C'est un fait. Vous pensez ça ou vous faites un jeu de rôle? Non, je me fais l'avocat du diable. D'accord. Ce que je dis, c'est que ce sont les impôts des Français, la richesse des Français. Oui, c'est ce que j'entends. Vous avez parfaitement raison, c'est ce que je m'entends répondre, oui. Nous avons des subventions, d'accord? Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, avec l'appel de Fort-de-France et le reste? Ils veulent que je prenne cet argent, que je leur donne, sans savoir ce qu'ils vont faire avec. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec l'argent que je leur donne. Et ce qu'ils attendent de moi, c'est que je ferme ma gueule. Je leur donne l'argent, ils font ce qu'ils veulent, et je me tais. C'est ça que vous demandez aujourd'hui au gouvernement français. Ouais. Est-ce qu'il peut accepter ça? Je vais vous dire une chose. Bon, je suis vice-président de la CACEM. Oui. La CACEM contribue à un fonds de péréquation intercommunal. La CACEM prend de l'argent et elle verse dans un fonds de péréquation intercommunal. Comme... National ou Français. Français. Comme toutes les communautés d'agglomération. La CACEM, l'Espace Sud et Cap-Nord. Ok. Toutes les communautés d'agglomération d'outre-mer font ça. Oui. Le montant total de ce fonds de péréquation intercommunal, c'est 1 milliard d'euros. D'accord? Qui doit être redistribué vers les 750 communautés d'agglomération jugées les plus pauvres de l'ensemble français. D'accord? Lorsque la redistribution intervient, on crée une enveloppe spéciale outre-mer
Et on fait une répartition au sein de cette enveloppe spéciale Outre-mer. Résultat des comptes. Le milliard, c'est quoi? Le milliard correspond à quoi? Le volume du fonds à redistribuer. Oui, mais il est perçu par quelle? Martinique? Non. On fait un pot. Donc tout le monde met dans le pot. Bingo. Tout le monde, c'est qui? Exactement. Tous les EPCI. Les EPCI de Martinique. De toute la France. Oui. Toutes les communautés d'agglomération Et ça donne mettent dans le pot. Et En ça fonction donne de leurs indicateurs, Ah, ok, ils mettent dans le pot. Et ensuite, on va répartir. Et c'est ça qui donne 1 milliard. Et on va répartir sur D'accord. 750 EPCI. D'accord. OK. On prend un petit bout du pot, on prend un bout, et on donne à l'outre-mer. Et on va faire une répartition au sein de l'outre-mer, entre les plus riches et les plus pauvres. Les plus riches d'outre-mer ne touchent pas, les plus pauvres d'outre-mer touchent. D'accord. Et on répartit le reste pour les 750 EPCI les plus jugés, les plus pauvres de France. D'accord. Donc vous avez une égalité des droits pour la contribution et puis une spécificité pour la redistribution. L'écart entre les deux est de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ok. Et vous savez ce qu'on me répond? Non. Que pour que la CACEM puisse, si on appliquait le droit commun à tout le monde, pour que la CACEM puisse toucher, il faudrait que Marseille sorte. D'accord? Donc ce qui sous-entend que Marseille est plus pauvre que moi. C'est pour vous dire que le regard qui est porté, c'est que je prends l'argent, on prend l'argent des Français de France pour en financer les Outre-mer. En oubliant qu'on prélève de l'argent ici. On prélève de l'argent ici, on prélève des impôts ici, on prélève de la TVA ici, on prélève de l'argent ici, on prélève de l'épargne ici. Le discours qui consiste à dire, je réfute le discours qui consiste à dire que la Martinique ne contribue pas. Et je veux qu'on me donne les chiffres, les flux financiers. D'accord? Et on se rendra compte que l'image, la caricature qui consiste à dire qu'on prend l'argent de la vieille dame sur le marché. Ah, vous avez retenu ça. Oui, et qu'on prend ça en argent pour nous financer, que cette image, elle est à minima exagérée. Nous sommes subventionnés ou pas? Elle est Paris est subventionné, Bordeaux est subventionné, Bourg-en-Bresse est subventionné, l'ensemble des collectivités de France sont subventionnées. En quoi le fait que nous soyons subventionnés fait de nous des obligés? Nous sommes français ou pas? C'est cette conditionnalité-là qui me pose un problème de fond. Parce que nous sommes subventionnés, nous devrions donc accepter que ce qui nous est appliqué ne nous corresponde pas. Non. Nous devrions accepter que le modèle, c'est vraiment la conception de l'État, que le modèle, que les résultats ne soient pas satisfaisants. Et en plus, nous devrions accepter qu'on nous dise que c'est pas satisfaisant parce que, en gros, c'est nous qui savons pas faire. En gros, c'est nous qui savons pas faire. C'est pourquoi leurs écoles ne sont pas bonnes alors. Leurs écoles ne sont pas bonnes puisqu'on va dans les mêmes écoles qu'eux. Donc, au final, c'est moi qui couillon alors. Parce que allons bout dans votre raisonnement. Donc c'est moi qui couillon. Je vais vous dire quelque chose. La réalité, c'est que ce surfinancement, ce discours qui consiste à dire on subventionne l'outre-mer, donc l'outre-mer n'a rien à dire. Ça sous-entend ça, que l'outre-mer n'apporte rien. Et je réfute ça. Sur le plan financier, je réfute ça. Mais sur le plan de l'appartenance, le fait d'être français, vous avez des droits qui sont identiques que vous soyez à Bourg-en-Bresse, à Pau, à Marne-la-Vallée ou je ne sais où, quel que soit le territoire. Je ne veux stigmatiser personne. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on cherche à me culpabiliser parce qu'on va me subventionner comme on subventionne, et en général moins qu'on ne subventionne Bourg-en-Bresse, Marne-la-Vallée ou autre. Je ne vois pas pourquoi. Ok. À quel moment on demande aux Français sur le marché dans une zone rurale de France, à quel moment on lui demande des comptes parce qu'il est subventionné? À quel moment on cherche à le culpabiliser parce que la nation, le collectif finance?
Tu vois, je refuse cette relation-là. Je refuse qu'on me dise que je reçois des subventions, donc je suis un obligé. Non, c'est pas ça le discours. Bien si. Non, c'est pas du tout ça le discours. Par contre, je dis, votre subvention, je vous donne un exemple simple. Hein. Oui. Vous mettez des subventions pour... C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous donnez un budget à la mission Outre-mer. Donc, vous donnez à l'Outre-mer un budget. Vous mettez des subventions et puis vous faites comme une piscine olympique, vous mettez des couloirs. Puis un petit peu pour ça, 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 un petit peu pour ça. Pas assez pour chacun. Au total, ça fait une belle somme. Et puis, vous ne pouvez pas utiliser un couloir pour un autre. Donc, vous décidez, c'est le principe même de l'État que nous remettons tous en cause là en termes de collectivité. Je fais des appels à projets, vous répondez, donc je vous donne de l'argent pour faire ça. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai l'argent, je décide. Je vous donne de l'argent pour faire ça. Et puis au final, à la fin, vous me dites, mais vous n'avez pas consommé. Mais il aurait peut-être mieux valu que ces sommes-là soient affectées différemment, qu'ils soient ce que moi j'appelle fongibles, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on a davantage besoin de réparer, d'améliorer un réseau routier que de le repeindre, qu'on fasse basculer les lignes, qu'on rende les fonds fongibles, et donc que finalement cet argent-là soit effectivement utile. Or, où est-ce que vous allez? Où vous allez? Vous êtes le mieux placé pour voir comment utiliser cette enveloppe. Je vous donne, vous me donnez de l'argent, vous me mettez des subventions pour pouvoir investir et construire à Fort-de-France. D'accord? Vous construisez au centre-ville de Fort-de-France, il vous faut descendre, chercher le sol. Très, très bas. Dur, très bas. Donc faire ce qu'on appelle des fondations profondes. Donc vous construisez 4 étages, vous montez à 10 mètres, il faut descendre à 20 mètres en dessous. Donc vous me donnez l'argent pour faire les 10 mètres, mais par contre les 20 mètres, il n'y a pas. Résultat des courses, personne n'arrive à équilibrer le modèle en limitant la hauteur parce qu'il faut descendre. Et vous décidez que vous ne prenez pas en charge le financement des fondations spéciales. Donc ça veut dire que votre enveloppe, elle aura du mal à être consommée. Mais c'est normal. C'est normal qu'elle ait du mal à être consommée. Puisque pour pouvoir la consommer, il faut descendre. Or, vous ne financez pas le fait de descendre. Vous ne financez que ce qu'il y a au-dessus. Il aurait été plus pertinent, plus efficace. Plus honnête aussi. Sur la même enveloppe. Vous allez peut-être faire moins de bâtiments, mais vous allez les faire. Sur la même enveloppe, mais de financer les fondations spéciales. Et donc, pour le coup, de rendre viable économiquement la construction. Et donc, finalement, vous allez pouvoir attirer des investisseurs, y compris des bailleurs sociaux, pour venir construire. Mais quand pour construire, il faut vous limiter à 3 étages et qu'il faut descendre à 20 mètres et que donc, au final, il faut perdre de l'argent, votre subvention qui aide à construire, elle reste là. Et donc, le modèle, il est pensé, dessiné à Paris. Vous avez des problématiques en Martinique de maisons abandonnées, de besoin de réaménagement urbain. D'accord? Vous avez des besoins de réaménagement urbain, mais le modèle qui vous est appliqué, c'est le modèle des grands ensembles français, où j'ai des bars, je réhabilite une barre, je mets les gens qui sont dans la barre d'à côté dedans, je démolis la barre, je reconstruis, et donc je fais ce qu'on appelle des opérations tiroirs, sauf que notre problématique n'est pas la même. Votre règlement, c'est celui-là. Vous faites ce que vous voulez, vous avez du mal à le sortir ici. On a eu avec le ministre de l'Outre-mer plusieurs discussions sur ces questions-là depuis qu'il est ministre de l'Outre-mer, lui et moi. Et on a décidé d'organiser une rencontre en Martinique qu'on appelait une mission flash pour traiter de ces questions-là. Avec tous les opérateurs, tous les acteurs, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, tous ceux qui pensent ces règlements, depuis Paris pour un ensemble, et qui ne s'appliquent pas ici, mais qui ne vont pas s'appliquer à Pointe-à-Pitre, qui ne vont pas s'appliquer à Basse-Terre. Vous avez des problématiques qui nous sont propres. Et donc, votre règlement, vous financez de la réhabilitation. Monsieur Larouché, vous êtes propriétaire immobilier au centre-ville de Fort-de-France, vous avez un immeuble à réhabiliter.
je vais vous donner une subvention qui correspond à ce qui est fait dans le reste du territoire français. Sauf que cette subvention ne vous permet pas de boucler votre budget pour faire votre réhabilitation. Et elle vous permet encore moins de le boucler si vous n'habitez pas le logement qui va être réhabilité. Parce que je vous impose des plafonds de revenus de vos locataires. Résultat des comptes, quand vous faites l'analyse de l'opération, quand vous êtes très pointu, vous faites l'analyse et vous vous rendez compte que vous allez perdre de l'argent. Donc vous laissez la maison comme ça. Et donc votre modèle qui a été pensé par des gens très intelligents pour des situations qui sont des situations sur le territoire français, ce modèle ne s'applique pas ici. Non, attendez. Et donc, résultat des comptes, vous laissez la maison comme elle est là. Et donc, vous avez je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne volonté, je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté mais cette volonté a du mal à se traduire dans les faits. Et au final, votre modèle ne produit pas les effets qui sont nécessaires. Et l'argent public est collecté parce que je sais que vous y êtes très attaché à la vieille dame sur le marché que vous avez rencontrée en tant que député d'une circonscription française, mais cet argent-là, vous considérez qu'il est mal utilisé. Mais il est mal utilisé parce que les conditions que vous avez pensées de chez vous, de votre marché, ces conditions-là ne sont pas adaptées à la réalité. Attendez, où vous voulez les appliquer. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Juste une petite seconde. Oui. Quand je suis sur, on peut rester là jusqu'à des heures. Quand je suis sur, mais justement, vous êtes très habile. Non. Parce que ce que vous dites là est tellement évident que bon. Donc c'est très bien de le dire. Mais on ne peut pas ne pas être d'accord avec vous. Mais c'est la réalité. Pas de ça que je veux parler avec vous. Mais c'est ça la réalité. Mais vous le prenez là, vous le prenez sur la santé, vous le prenez sur tous les champs, vous le prenez sur la constitution des prix. Le gouvernement français discute avec Total et demande à Total de faire des réductions sur le prix de l'essence. D'accord? Mais eux-mêmes, quand ils arrivent ici, qu'ils vont acheter un yaourt ou un petit bout de fromage, ils vous demandent c'est quoi le problème. À quel moment on se penche sur la réalité de la constitution des prix, d'où la commission d'enquête qui a été demandée par Johnny Ajar. Le truc, c'est que ce que je vous donne des exemples justement très précis, très je parle avec beaucoup de passion. Je vois ça, oui, mais ça, malheureusement, ça me passionne. Mais ce que je veux dire, c'est que ces exemples-là sont caricaturaux de l'ensemble de ce qui se passe. Est-ce que vous y pensez la nuit avant de vous Je dors. La nuit, je dors. Non, avant de dormir, je vous donne un autre exemple. Vous avez une collectivité, la collectivité territoriale de Martinique. Je suis président de la commission des finances de la CTM. Oui. La collectivité territoriale de Martinique a un budget de fonctionnement de 1 154 millions d'euros. 1 154 millions. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? C'est beaucoup d'argent pour certains. 1 154 millions d'euros. Attends, quittez-moi fini. 1 154 millions d'euros de budget de fonctionnement. Sur ces 1 154 millions d'euros de budget de fonctionnement, l'État, par ses règlements, a affecté 990 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'en réalité, la collectivité territoriale de Martinique n'a une marge de manœuvre en fonctionnement pour faire des choses que de 200 millions d'euros. Voire moins, cette année, il me semble qu'on est à moins de 200 millions d'euros. D'accord? C'est là que je vous pose la question, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Attendez. C'est là que je vous pose la question, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Dès qu'on parle de milliards, je suis dépassé, j'imagine même pas. Et à l'arrivée, vous avez l'habitude de... Et à l'arrivée, non, à l'arrivée, votre marge, votre capacité de décision... Attends, qu'est-ce que ça veut dire à un budget de milliards de... Ça veut dire que... Attendez, quel est le budget de la collectivité territoriale de Martinique? Il y a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. C'est l'argent, la section qui est réservée au fonctionnement et la section qui est réservée à l'investissement, aux travaux que vous allez réaliser. Voilà, donc vous parlez du fonctionnement. Je parle du fonctionnement. Mais c'est le fonctionnement, oui. L'investissement, vous le financez avec des subventions, vous le financez avec l'excédent du fonctionnement et avec de l'emprunt. Oui. D'accord? Oui. Quand vous avez 1 milliard, allez, on va dire 1 milliard 100, et que pour être généreux, il vous reste 200 millions. Les 200 millions, c'est les 200 millions sur lesquels vous avez le pouvoir de décider de ce que vous allez faire avec. Le reste est affecté. Oui. Affecté à qui? Mais affecté à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, affecté au paiement de ci, au paiement de ça. Pas à ce que vous avez décidé. Parce que moi, je ne lâche pas mon fil. Hein. Je suis sûr qui décide de quoi. Et donc, quand je dis nous voulons être
gérer nos propres affaires. Gérer nos propres affaires, c'est pas avoir 1,2 milliard de budget en main, avec 1 milliard, où c'est vous qui avez décidé de ce que je dois faire avec. Je ne gère plus mes propres affaires. Et c'est ça le fond du problème. Vous ne gérez plus vos propres affaires. Ben non, puisque dans le fonctionnement, vous pouvez décider d'avoir 2000 employés au lieu de 1000. Je veux dire, l'État ne va pas vous voir combien d'employés vous avez. Donc vous partez. Par exemple. Donc vous partez du principe que c'est parce qu'il y a trop d'employés. Non, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, je vous dis, voilà un sujet. Le fonctionnement, c'est véritablement. L'État décide du montant de vos minima sociaux. Oui, alors. L'État décide de vous dire que c'est vous qui allez le payer. Oui. OK? Oui, alors. Donc l'argent que vous avez est affecté à ce paiement-là. Oui. Et puis l'État vous donne l'argent pour le payer. Oui. Sauf que il décide de donner des minima sociaux. Ben vous êtes aussi un conseil général, donc vous faites le social, il y a l'extraordinaire. C'était le cas pour les conseils généraux et le président du conseil général, Claude Diz, revendiquait aussi. Il y a même des conseils généraux de France, puisqu'on a l'impression que c'est nous sommes particuliers. Il y a des conseils généraux de France qui ont attaqué l'État devant les tribunaux pour ça. L'État décide de mettre des minima sociaux, le RSA. Il décide des conditions d'accès au RSA. Il décide des conditions d'accès au RSA. Donc c'est lui qui dit qu'il met, c'est lui qui dit qui peut toucher. Oui. Il dit en fonction de ça, je vous donne une enveloppe. Oui. D'accord? Oui. La logique voudrait que cette enveloppe corresponde au nombre de personnes qui touchent. Oui. Puisqu'il a décidé de mettre, il a décidé des conditions. C'est pas vous. Et ça ne correspond pas? Ben non. Ah. À l'écart, il est d'une centaine de millions chaque année. Une centaine de millions? Chaque année. Bon, c'est pas terrible. Ah bon? et donc, voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Hein. Je décide. Je décide. Vous faites. Je décide, vous faites. Monsieur Laguerre. Et donc, c'est le cas sur. Monsieur Laguerre, je vois la passion avec laquelle vous parlez, et j'imagine que vous avez des nuits plus courtes que tout le monde. Ça doit vous trotter. Pas que tout le monde, que certains, peut-être. Vous trottez par la tête et ça vous embête. Ça m'embête parce qu'en fait, au je fond, vous donne la ça solution. m'embête parce que pourquoi je me suis investi en politique? Pourquoi j'ai décidé de m'engager? Mais vous n'avez pas la bonne solution. Ouais. Mais je viens, attendez, je blague pas, Ouais. je viens vous la donner. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que votre projet, c'est un homme d'avenir aussi. Vous pensez à l'avenir de ce pays, c'est pas seulement l'existant et le présent. C'est le développement du pays. Tous les pays du monde qui sont vraiment développés ont fait des plans de développement. Si vous preniez votre temps, avec les technocrates martiniquais, les spécialistes martiniquais et tout ça. Avec des Martiniquais? Avec des Martiniquais, parce qu'il n'y a que ça qui compte pour vous, c'est les Martiniquais. Le reste du monde, c'est rien. Bon, donc les Martiniquais. C'est extraordinaire. Vous prenez que des Martiniquais. Vous entrez bientôt au gouvernement. Non. Faites attention, vous ne prenez que des Martiniquais. Débrouillez-vous. Pourquoi? Mais je sais ce que vous dites tout le temps. Les meilleurs spécialistes, c'est nous-mêmes. Donc on prend que des Martiniquais. On prend que des Martiniquais et on fait un plan de développement. Non, je ne blague pas. On fait un vrai plan de développement. Un plan de développement chiffré, daté, avec des objectifs à 5 ans. Mais comme tous les plans de développement. Vous le prenez, vous le mettez sous votre coude, sous votre bras. Vous allez en France et vous dites aux Français, voilà ce que nous voulons pour le développement de notre pays. Vous seriez mieux écouté que si vous l'arrivez en disant, bon, donnez-nous de l'argent, et puis voilà, on va faire ce qu'on veut avec. Donc je vais donner la solution. Hein. Ouais, mais... Parce que... Attendez, ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pas possible. Ne vous moquez pas. Parce que vous pensez... c'est sérieux. Oui, parce que vous pensez que notre démarche, c'est de dire donnez-nous de l'argent. Ma démarche... Mais quand vous dites l'autonomie avec les subventions, vous me donnez des subventions, je fais mes affaires. Non. C'est ce que j'ai compris. Hein. Oui, parce que M. Darmanin a joué dans votre tête. Mais non, mais vous m'avez expliqué pendant 1 heure qu'il faut que ce soit nous-mêmes qui décidions. Parce que pour vous, mais même la subvention, le fait de donner une subvention, ok, le cadre dans lequel vous donnez la subvention est défini. Celui qui bénéficie de la subvention fait ce qu'il veut. Dans ce cadre-là. Enfin, l'Europe met des fonds européens. Nous définissons. C'est nous qui définissons le programme des fonds européens. Et il accepte de vous payer ou pas, de vous donner ou pas. Il peut refuser un dossier. L'Europe peut refuser. Non, c'est pas l'Europe qui refuse le dossier, justement. Ce sont les Martiniquais. Eh oui.
nous définissons le programme européen, donc avec les fonds européens du FEDER, les fonds de développement, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons agir dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. D'accord? L'Europe dit OK, je suis d'accord avec ce plan. Est-ce que l'Europe peut dire je ne suis pas d'accord? Ben, il y a une négociation, une discussion. Voilà, c'est ce il y a que une je vous dis, négociation, une l'Europe discussion. décide Attends, pas pressé. Une fois que nous avons validé cette affaire-là, l'Europe met une enveloppe. Vous gérez les fonds ici. Vous attribuez les fonds ici. À l'intérieur du projet que l'Europe a validé. Selon le programme européen, ce qu'on appelle le PO, le programme opérationnel, vous le gérez ici. Oui. D'accord? C'est une subvention européenne. Hein? C'est une subvention européenne. Dans votre tête, une subvention, c'est on vous donne de l'argent, on vous donne un chèque en blanc. Non, on n'est pas dans une relation, vous nous donnez de l'argent, en tout cas moi, je ne suis pas... Le Parti progressiste martiniquais, Serge Etchimi, les gens qui sont dans cette démarche-là, nous ne sommes pas dans une relation, vous nous donnez de l'argent, on fait ce qu'on veut avec. Ah bon, c'est quoi l'autonomie alors? C'est ça l'autonomie? Non. Ah, non. j'ai rien compris alors. J'ai rien compris. La question ne se résume pas à une relation financière entre l'État français, entre la France et nous. C'est fondamental. La France donne, l'État français finance les régions, les villes, les départements, les communautés d'agglomération sur l'ensemble de son territoire. Oui. Pourquoi faudrait-il que de ce fait-là, je sois obligé de développer comme il l'entend? Non, mais je suis en train de vous dire... Et c'est bien pour ça que nous disons, redéfinissons le cadre, revoyons la relation... De quoi? De faire un plan de développement, mais vous le faites pas, vous le faites pas. Avec toutes les intelligences qu'on a, toute la matière grise, il n'y a jamais eu un plan de développement quinquennal pour le développement de la Martinique. Ça n'existe pas. Il y a des schémas à 30 ans, il y a des trucs, un tas ce n'est ni chiffré, ni dans les objectifs, ni dans le temps. C'est des schémas de développement. Nous avons adopté un plan de développement pour la Martinique au Conseil, à l'Assemblée de Martinique, avec un chiffrage et un programme de développement. C'est pas de ça qu'on parle. Et même quand vous, on fait un plan comme vous l'entendez, on fait un plan de développement. Et je vais négocier. Mais à partir du moment, les Français peuvent vous dire, allons faire ci plutôt que ça. Oui. Il y a un dialogue. Oui. Et puis voilà. Et qui décide de comment? Oui. Qui décide de comment je construis ici? Mais c'est vous mettez dans votre plan de développement. Mais c'est ce que je vous propose, de vous battre pour ça, de faire un plan de développement avec les constructions, avec le développement, quoi. Et puis vous le proposez au gouvernement. C'est là où vous faites la confusion entre la compétence et le pouvoir. Quand je dis qui décide, quand je dis qui décide, c'est qui décide, pas de qui décide de ce que je fais, de qui décide de comment je le fais. La différence entre la compétence et le pouvoir, c'est ça. Et c'est là que votre raisonnement, il est biaisé. Je vais négocier un plan de développement. Donc, je vais négocier de mettre de l'argent sur le développement agricole, sur l'autonomie alimentaire, mais c'est l'État qui décide de comment je fais. Attendez. Je vais décider de développer le tourisme, mais c'est l'État qui décide de la nature des relations que j'aurai avec mes partenaires. Je vais décider. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ça qui est pas bon. Je vais décider d'augmenter la production, mais c'est l'État qui décide de ce que j'ai le droit d'importer pour transformer ici. Donc au final, j'ai des compétences. L'État finance ses compétences, mais garde le pouvoir de décision. Et à partir du moment où il garde le pouvoir de décision sur un certain nombre de champs, vous êtes planté. Parce que ce pouvoir de décision vous amène à appliquer des méthodes, des schémas qui sont identiques à ce qui se fait ailleurs. Pour changer ça, on est d'accord. Pour changer ça, il faut changer la nature de la relation. Il faut changer l'État. On parle beaucoup de transport. On a, c'est vrai, beaucoup d'améliorations à faire dans le domaine du transport. Et on se compare beaucoup, puisque nous voyageons, on se compare beaucoup. Je t'écoute, il n'y a pas de souci. On se compare beaucoup à ce qui se fait ailleurs. Et notamment sur le territoire français, dans la région parisienne, etc. En oubliant que notre organisation de transport, elle a commencé qu'il a fallu se battre pour faire admettre à l'État que le modèle qu'il voulait que chaque
commune soit autorité organisatrice sur son territoire. Que le conseil général soit l'autorité organisatrice dès qu'il s'agit d'une liaison entre deux communes, qui nous a conduit à avoir 18 structures qui soient autorités organisatrices de transport. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Oui. Mais c'est le modèle français, ça. Oui. C'est le modèle français. Quand vous l'appliquez ici, voilà le résultat. Et donc, des années de lutte de plusieurs parlementaires, et on a fini par obtenir une possibilité d'habilitation pour prendre une loi différente de ce qui se fait en France, pour dire qu'il y a une autorité organisatrice de transport. D'accord? Ça s'est fait en 2013 ou 2014, cette loi. L'autorité unique a été mise en place, effectivement, en 2016. D'accord? Ça fait 3 ans. On a attendu 3 ans. Ben, vous avez la compétence, vous obtenez l'habilitation, vous travaillez, vous prenez le texte, on a pris le texte au conseil régional, d'accord? Et l'autorité unique a été mise en place en 2016. Ouais. OK? 2016, on est en 2023. Oui. Vous financez la collectivité territoriale de Martinique. Les Martiniquais par un prélèvement qui est fait sur les structures de plus de 11 salariés, collectivité compris, versement transport, vous financez. Total budget pour le transport, 128 millions d'euros. D'accord? Pour arriver à monter, créer, mettre en place un système de transport performant sur le territoire de la Martinique. Donc ce travail a commencé il y a... OK? Il y a une vingtaine d'années, on a mis en place une organisation de transport sur Fort-de-France, qu'on a étendue à la CACEM. Okay? Il s'agit d'en avoir une sur l'ensemble du territoire. Sur le territoire français, ça se fait avec l'argent des Martiniquais, hein, je rappelle. Ça se fait avec l'argent des Martiniquais, quand vous me dites que la France subventionne. Ça se fait avec l'argent des Martiniquais. D'accord? Pendant la crise sanitaire, l'État français a donné à la région Île-de-France, pour la RATP, plus de 200 millions d'euros de subventions. Aux grandes dames de toutes les autres autorités organisatrices de France, qui ont dit, mais vous donnez à ceux-là, et nous, c'est un prêt. Eux, c'est une subvention, nous, c'est un prêt. Parce que c'est eux qui décident. Votre modèle qui consiste à dire, je conçois le développement du transport de chez moi, j'ai mis 18 autorités de transport sur un petit pays. Il a fallu des années de combat pour faire entendre que ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas, pour arriver à en faire une. Vous voyez le retard que vous avez par rapport à un transport. Votre métro parisien, en 1900, il avait déjà commencé à être creusé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens s'abritaient dedans. D'accord? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'État a subventionné et mis de l'argent dedans. Donc, on ne vienne pas me dire qu'on subventionne, donc on décide. Non. Non, justement. Votre truc, c'est... On vous met de l'argent, vous faites un plan, et dans un cadre... Donc je vous montre sur le transport. On subventionne, je subventionne, et je ferme les yeux. Non, je subventionne et je vais voir ailleurs. Je ne suis pas dans ce schéma-là. C'est ça mon modèle, c'est de dire, OK, sur un certain nombre de champs, je vous ai pris l'exemple du transport, je vous ai pris l'exemple de l'aménagement, je vous prends l'exemple du développement, je peux fabriquer ici. Mais c'est l'État qui dit ce que j'ai le droit d'importer, c'est l'État qui dit comment je peux faire. Donc au final, ces règles qui correspondent à un territoire français ne me correspondent pas. On pourrait très bien avoir des modèles d'économie circulaire qui permettent de faire venir un certain nombre de marchandises, de produits issus de la consommation qui sont considérés comme des déchets, qui pourraient être retraités ici et donc nous permettre d'avoir une taille suffisante, une masse suffisante pour pouvoir être rentable dans le traitement de certains nombres, par exemple des pneus, de la ferraille, etc. Mais comme l'État vous dit que vous n'avez pas le droit d'importer, comme l'État vous dit que vous n'avez pas le droit d'importer ce genre de matière, problème. Et donc, ce que je dis, ce que nous disons, c'est qu'on n'est pas dans une relation je finance, vous faites. On est dans une relation, nous définissons les champs sur lesquels nous disons comment il faut faire les choses. Et le fait de financer est la conséquence, le fait de participer au financement, et non pas de financer. La subvention n'est qu'une participation au financement du développement de la Martinique. Nous disons, le fait de participer à ce développement ne doit pas avoir comme conséquence que celui qui participe décide. C'est pas parce que vous donnez, vous envoyez de l'argent à votre fils ou à votre fille pour l'aider à
avoir les moyens suffisants pour faire ce qu'il ou elle a à faire. C'est pas pour autant que vous devez lui dire ce qu'il doit faire chez lui tous les jours. D'accord. C'est ça l'autonomie. C'est ça l'autonomie. Or, là, vous êtes dans un schéma où, à partir du moment où on vous a donné de l'argent, eh bien, alors celui qui paye décide. Mais celui qui paye n'est même pas celui qui paye seul. Okay. Je vous prends le cas de l'eau, je prends le cas du transport, je prends le cas des déchets. Je suis personnellement dans aucun schéma. Je dis ça tout de suite. Ce que je vais vous dire. Le schéma que vous m'opposez. D'accord. Quand même. Oui. Vous savez, un enfant qui naît avec... Bon, j'avais une amie quand j'étais étudiant, elle avait 25 ans, elle était médecin. D'accord. Et tout le monde disait, mais comment tu es médecin à 25 ans, 26 ans, comment il faut... Elle me dit, mais j'ai toujours été médecin, parce que mon père est médecin, ma mère est médecin, et ils ont une clinique. Donc, dans les repas, j'ai toujours... voilà, je suis baigné dans ça. Et donc, c'est vrai, et elle me disait, ça a été plus facile pour moi de réussir mes études de médecine que pour certains d'avoir leur certificat d'études. Et c'était vrai. Ça veut dire que nous ne sommes pas, nous, Martiniquais, omniscients. Il faut que nous soyons assez humbles pour reconnaître qu'il y a des secteurs où nous ne sommes pas forcément les meilleurs spécialistes de rien du tout, quoi. Parce que nous n'avons pas pas derrière nous toute cette expérience qu'on peut avoir d'autres personnes. C'est ça qui me gêne. Et là, je parle en mon nom personnel. Je veux dire, mais parce que pour vous, oui. Et c'est là que vous vous trompez, hein. Le fait de dire qu'il faut que nous puissions gérer nous-mêmes, qu'il faut changer le modèle, exclut l'intervention extérieure. C'est ce qu'on m'avait donné l'impression. Non. Je voulais qu'on soit bien net là-dessus. Nous ne sommes pas les seuls spécialistes, les seuls de nos propres affaires. Non, nous ne sommes pas forcément les meilleurs non plus. Mais parce que vous êtes sur un plan technique. Oui, c'est important. Oui, mais c'est pas que ça. Parce pourquoi? Parce que la technique, elle est au service d'une vision. Oui. La technique, elle est au service d'une vision. Oui. Et en clair, ce que nous disons, c'est que les mieux placés pour avoir la vision que nous souhaitons pour nous, c'est nous. Attendez, vous êtes maire de Fort-de-France. Oui. Je vais vous réinviter pour qu'on parle de la mairie de Fort-de-France. Ça arrive tellement peu que je sois invité ici que je serai avec plaisir. Vous voyez comment vous êtes? Alors, je vais vous dire que vous êtes maire de la commune. Ça ne vous est jamais arrivé de trouver quelqu'un qui n'est pas maire du tout, qui arrive et qui vous donne une idée? Mais bien sûr. Une idée à laquelle vous n'aviez pas pensé? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais encore une fois, oui, je suis maire de Fort-de-France et je discute avec des collègues à moi qui sont maires d'autres villes, d'accord, et avec qui on échange sur des pratiques, des méthodes, des choses à faire, etc. Mais les problématiques que je rencontre sur la ville de Fort-de-France, qui sont très différentes ou très similaires, mais celles qui sont différentes de celles que mon collègue d'ailleurs ou que quelqu'un d'ailleurs rencontre, mais je suis mieux placé pour dire mais il peut vous comment les traiter. Il peut vous donner une bonne idée. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse m'apporter une bonne idée, ce qui n'exclut pas, mais ce qui exclut que ce soit lui qui me dise comment il faut faire ici. Ce qui exclut que ce soit quelqu'un d'autre qui me dise comment il faut faire à Fort-de-France. C'est ça le truc. La différence, elle est là. Pour vous, à partir du moment où, oui, vous êtes maire de Fort-de-France, donc vous êtes le mieux placé pour vous occuper des affaires de Fort-de-France, ça signifie que vous êtes le seul et que c'est exclusif des autres. Lorsque nous disons que les meilleurs spécialistes des Martiniquais sont les Martiniquais eux-mêmes, c'est le docteur Alikea qui l'a dit, lorsque nous disons qu'il faut que nous soyons en maîtrise de des problématiques qui nous concernent, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre, qu'il soit français, belge, allemand ou autre, que l'autre n'a rien à voir et n'a rien à dire et n'a rien à apporter. Dans votre esprit, être le meilleur spécialiste signifie que personne n'a rien à dire, personne n'a rien à apporter. C'est pas dans mon esprit. Enfin, dans votre discours, dans votre interprétation de mon discours, c'est pas la même chose. Dans votre interprétation de mon discours, quand je dis ça, cela ne signifie pas que vous vous fermez aux autres. Le discours d'Aimé Césaire, c'est de vous dire de mieux vous connaître pour mieux vous ouvrir. Le discours d'Aimé Césaire, c'est de dire, et c'est dans ça que je suis, ne pas se refermer sur soi pour participer à l'humanité. Mais par contre, mieux se connaître.
approfondir son identité pour mieux participer et pour mieux recevoir l'autre. Donc on n'est pas sur une fermeture sur soi. J'aime à vous l'entendre. On est sur une meilleure maîtrise de nos affaires. Est-ce que vous êtes sur le dialogue? Mais je dialogue même. Non, mais je veux dire, avec le gouvernement. Je dialogue avec le gouvernement français, oui. Je dialogue avec les ministres français avec lesquels il est nécessaire pour moi de dialoguer. Je dialogue avec avec le préfet, avec les représentants de l'État. Je suis un homme de dialogue. Je suis un homme d'ouverture, je dialogue avec tout le monde, mais je dialogue avec mes convictions, je dialogue avec mes objectifs, je dialogue avec ma vision du développement de ma ville et de mon pays. Et vous voulez que je vous dise? Et vous avez 2 minutes. Je vous donne en 2 minutes. Je vous donne en 2 minutes. La ville de Fort-de-France est confrontée à des problèmes financiers sérieux. D'accord? Depuis un certain nombre d'années. J'ai discuté avec le ministre des Finances, à l'époque c'était Gérald Darmanin, avec le ministre des Comptes publics, avec un certain nombre d'interlocuteurs français, avec des parlementaires, j'ai discuté avec un certain nombre de représentants de l'État, et nous sommes arrivés à ce qu'il faille mettre en place un plan particulier pour permettre aux collectivités d'outre-mer en difficulté structurelle de pouvoir se redresser. Ça a donné naissance au contrat de redressement outre-mer. On va en discuter une prochaine fois. Donc je suis bien un homme de dialogue, et quand je dis que les meilleurs spécialistes, mais qui mieux que moi, maire de Fort-de-France, peut connaître et comprendre les problématiques et comment redresser les comptes de la ville. Et d'ailleurs, la réponse qui m'avait été donnée, c'est vous supprimez du personnel, vous fermez des services, vous augmentez les impôts, et hop. Oui, c'est ça. 10 millions par an. 10 millions par an. 10 millions par an. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Très bien. Parce que j'ai ce pouvoir. De dire je fais comme ça et pas comme ça. Mais quand vous n'avez pas ce pouvoir de dire je fais comme ça et pas comme ça, j'aurais augmenté les impôts de 10%, j'aurais supprimé un minimum de 300 emplois dans la collectivité sec, donc du licenciement. Et j'aurais arrêté un certain nombre de services, et j'aurais augmenté les tarifs des services municipaux et des prestations municipales. Parce que c'est le schéma, le modèle qui est plaqué sur l'ensemble des collectivités françaises. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.